Madame, Monsieur, c'est un réel plaisir de vous retrouver à ce rendez-vous du Forum des rédactions. Merci de votre fidélité à cette émission, l'émission de Eden Télévision. Aujourd'hui, nous allons débattre de deux sujets. Vous le savez, cette semaine a été fournie en actualité politique. C'est également au cours de cette semaine qu'il y a eu donc le Conseil des ministres qui s'est intéressé à la revalorisation des salaires, mais également le chef de l'État a tenu son discours sur l'état de la nation. Nous allons en parler aujourd'hui. Forum de la rédaction, Forum des rédactions s'intéresse donc au premier sujet, les mots forts du discours du chef de l'État sur l'état de la nation. Et puis nous allons parler en sujet 2 de la revalorisation salariale, quid des employés du secteur privé. Le chef de l'État n'a pas manqué dans son discours d'appeler, donc d'inviter les employeurs du secteur privé à suivre le mouvement d'alignement ou de revalorisation de salaire. Nous allons en parler avec mes deux débatteurs qui sont déjà dans ce studio. Merci de garder votre position pour les analyses de cette émission qui démarre donc. Voici la virgule et je vous présente les invités après. À ma gauche, c'est bien sûr Casimir Pédior. Casimir Pédior, bonjour. Bonjour, Mori Agua. Ou bonsoir. Bonsoir, Mori Agua. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonjour, chers téléspectateurs, selon le moment ou l'endroit où vous nous captez en ce moment. Vous êtes analyste politique, spécialiste des questions économiques. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout le plaisir est pour nous. À ma droite, il est connu comme Casimir Pédior d'ailleurs, Siyak Dekenou. Bonsoir, bonjour. Bonjour, bonsoir Mori Agua. Nous saluons aussi l'ensemble des internautes et des téléspectateurs qui ne cessent de nous suivre et de nous encourager au quotidien. Oui, de nous encourager surtout et merci pour les retours, merci pour les commentaires également. Vous êtes directeur de publication de Émergence Info, vous êtes journaliste, analyste politique. Merci pour vos analyses pointues et merci à vous deux d'être venus sur ce plateau. Sans plus tarder, nous allons aborder le premier sujet. Vous le savez, hier, le chef de l'État était devant la représentation nationale du côté de Porto-Novo pour donc livrer son discours sur l'état de la nation. C'est bien ça. Son discours de cette fin d'année qui est livré habituellement vers la fin du mois de décembre. Mais vous le savez, vers la fin de ce mois, c'est bien la campagne électorale qui va démarrer le 23 décembre. Le chef de l'État dans son discours s'est penché sur certains aspects, notamment la sécurité, la santé, l'éducation, mais également le bien-être des Béninois. Dites-nous, quels sont les mots forts qui ont retenu, ou du moins les aspects forts qui ont retenu votre attention dans ce discours du chef de l'État, Siyak Dekenou? Bon, d'abord, il faut quand même, disons, reconnaître que c'est une première que ce discours sur l'état de la nation se tienne en début du mois de décembre. Et c'est beaucoup plus à cause de la réforme constitutionnelle que ce discours-là se tient à pareil moment. Sinon, habituellement, c'est un discours qui se tient déjà à partir quand même, disons, de la seconde quinzaine du mois de décembre. Et pourquoi donc? Parce que au niveau de la réforme de la Constitution actuelle, il est prévu que nous ayons des élections générales en 2026, c'est-à-dire les législatives et les communales couplées, et 3 mois plus tard, l'élection présidentielle. Actuellement, il s'est fait que pour pouvoir parvenir à cet alignement, les élections ont été avancées au 8 janvier 2023, ce qui suppose que la campagne électorale sera lancée le 23 décembre prochain. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui, quand même, disons, l'une des raisons pour, quand même, disons, pour lesquelles les parlementaires ont voté très tôt le budget général de l'État. Vous voyez, donc, ce qui suppose que les parlementaires seront déjà sur le terrain à partir du 23 décembre. Donc, de façon pratique, il était véritablement, quand même, disons, difficile de les laisser partir en campagne
et de les rappeler parce que le chef de l'État avait prononcé le discours sur l'état de la nation. Second aspect de la chose, c'est que ce discours pourrait quand même, disons, gêner la classe politique, gêner notamment ceux qui ne partagent pas le même point de vue que le gouvernement. Parce que si Patrice Talon prononçait ce discours-là, disons, à la fin du mois de décembre, beaucoup d'analystes politiques, et puis je pense que toute la classe politique d'ailleurs dans son ensemble, aura comme, disons, perception que le chef de l'État est en campagne pour ses formations politiques. Vous imaginez que si aujourd'hui... Si aujourd'hui il a pu quand même, disons, appeler UP et BR et leur dresser des lauriers. Et que les gens disent déjà qu'il fait campagne pour les deux partis. Vous imaginez d'abord toute la frustration qu'il pourrait même créer dans son propre camp, supposons maintenant, puisque il n'y a pas que l'UP, il n'y a pas que, disons, le BR, il y a d'autres formations politiques, UDBN, MOEL et bien d'autres qui le soutiennent, qui soutiennent l'action de son gouvernement et participent de façon indirecte, quand même, disons, à la gouvernance de ce pays-là. Donc imaginez un tant soit peu s'il n'appelait pas le nom de ceux-là. Maintenant, quelle serait d'ailleurs la réaction maintenant de l'opposition? Puisque aujourd'hui, c'est vrai, c'est le discours sur l'état de la nation, pour ceux qui ne savent pas, c'est en réalité un discours bilan. Un discours au cours duquel le chef de l'État vient devant les parlementaires pour faire l'état de tout ce qui a été fait. Et lorsque vous restez un peu dans ce système-là, au moins au niveau ministériel, vous allez remarquer que dès déjà le mois d'octobre, on demande quand même, disons, à tous les ministres du gouvernement de faire quand même, disons, une compilation de tout ce qui a été réalisé dans leur secteur. Ce qui fait que tous ces ministres du gouvernement font quand même, disons, une synthèse de tous les investissements faits par le gouvernement, les réformes opérées par le gouvernement dans leur secteur ou leur sous-secteur, et font parvenir ça maintenant au secrétariat général du gouvernement. Et c'est ce secrétariat général du gouvernement qui en fait la synthèse maintenant pour pouvoir s'en servir pour que le discours du chef de l'État soit quand même, disons, un discours qui s'inscrit ou bien qui révèle effectivement l'effectivité des actes posés ou bien quand même ce que le gouvernement envisage faire. Donc c'est tout cela qui a été fait et aujourd'hui, bon, c'est un discours que nous apprécions parce que ce discours n'est pas si loin que ça de ce que nous avons vu. N'est pas si loin que ça. Lorsque Patrice Talon parle aujourd'hui des défis sécuritaires, vous allez voir les deux maillons sur lesquels il a beaucoup plus insisté au début, à l'entame de son discours. C'est à la fois le défi sécuritaire et le défi économique. Donc, ce sont quand même, disons, les deux défis majeurs auxquels nous sommes confrontés actuellement. C'est vrai que les autres viennent en quelque sorte en support pour pouvoir quand même, disons, embellir une gouvernance que l'on a beaucoup critiquée, une gouvernance que l'on, quand même, disons, voudrait qu'elle soit bien plus sociale que beaucoup plus rigide, tel que nous l'avons observé au cours de son tout premier mandat. Donc c'est un discours que l'on aura effectivement le temps de disséquer, d'apprécier et quand même, disons, de checker davantage pour pouvoir, ne serait-ce que sur certains points, relever des insuffisances ou bien quand même, disons, et dresser aussi des lauriers à Patrice Talon et à son gouvernement. Casimir Cuilliot, certains Béninois qui ont suivi donc ce discours pensent que la ceinture a été desserrée un tout petit peu. Est-ce que vous êtes de cet avis? Non, je ne suis pas de cet avis. Et déjà, j'ai un Béninois sur ce plateau, d'ailleurs comme vous. Et vous êtes Togolais, on dirait. Monsieur Syriac, moi je suis journaliste. C'est nous qui sommes les Béninois. C'est nous qui sommes les Béninois et vous êtes journaliste. Et mon point de vue ici doit être un point de vue d'un analyste. C'est pourquoi je dis que les téléspectateurs veuillent m'excuser. Je me présente en tant qu'observateur, en tant qu'analyste, donc je n'ai pas d'état d'âme à manifester dans ce discours, encore moins sur ce plateau. Donc, quand je suis mon jeune frère Syriac, ah bon, c'est comme ça, l'État, ça fonctionne? Non. Comment l'État fonctionne? Non, c'est pas ça. Il y a ce qu'on appelle au sein des ministères, le programme, le PTA 2022, selon l'année où vous êtes là, le plan de travail annuel. Et chaque ministère, avec ses cadres, est supposé travailler sur son PTA et, comme il a dit, remonter l'information là où il faut. Ce n'est pas en octobre, on demande à chaque ministère de faire le point. Non, ça ne se passe pas comme ça. C'est un travail scientifique qui est fait depuis des années et qui suit une certaine cohésion, une cohérence, où on peut donc aller chercher des éléments dedans pour étoffer le discours du chef de l'État si
la période s'y prête, si les éléments s'y prêtent. Alors, lorsque je dis je ne suis pas de l'avis, enfin, revenant à votre question, lorsque je dis je ne suis pas de cet avis, mais je suis d'un avis beaucoup plus meilleur à ça, parce que... Meilleur, d'accord. Oui, parce donc que... la ceinture a été totalement desserrée. Ce n'est pas une question de ceinture, je ne m'inscris pas, donc moi je ne suis pas un propagandiste. Vous êtes dans une logique de ceinture. Je ne suis pas dans cette logique. Vous savez que la ceinture avait été serrée au moins. Avec qui? Moi, je ne sais pas ce que vous appelez ceinture. Je ne sais d'accord. pas quand est-ce qu'ils ont parlé de leur ceinture. D'accord. Mais je constate aujourd'hui qu'il y a une période où on a travaillé, il y a une période où on a moissonné, et maintenant, il y a une période où on s'assoit. On est en train de récolter. Non, on a déjà moissonné. Maintenant, il y a une période où on s'assoit maintenant pour distribuer la moisson. Donc on va partager. C'est la période qui est arrivée. Oui, c'est la période qui est arrivée et on va répartir le bien commun à nous tous. Oui, mais ce n'est pas que ça, puisqu'il y a eu beaucoup d'argent investi dans la sécurité, plus de 80 milliards. Et ça, ce n'est pas distribué. C'est ce que je vous dis. On a travaillé. Il y a une période où on a été au champ. Ou bien on ne se comprend pas. C'est vous qui ne me comprenez pas. D'accord. Il y a une période où on a été au champ. On a travaillé. Donc, il y a une période où on a prié pour que la pluie vienne, que le Dieu de la pluie, le Dieu Khabioso, puisse envoyer la pluie en abondance. C'est peut-être ça que vous appelez serrer les ceintures. Moi, je ne sais pas ce que vous appelez serrer les ceintures. Non, je comprends. Vous n'étiez pas dans le pays, donc je comprends. Il y a une période maintenant où, on a fait la récolte. Et il y a une période maintenant où la moisson a été abondante, au point où on veut distribuer à chacun. On veut donc partager les richesses du pays. Et c'est ce à quoi le chef de l'État, dans son allégorie de ceinture serrée ou desserrée, avait dit. Il a dit qu'on n'a qu'à donc lui donner le temps pour qu'il opère des réformes, pour qu'en son temps, on puisse se gaver copieusement, pour que chacun soit servi. C'est vrai, il y a déjà, vous savez, le repas, quand il vient donc au salon, c'est que madame a déjà goûté à la cuisine. Et le plus habile des enfants... Si elle n'a pas déjà mangé sa part, non, elle ne peut pas venir servir ça. Elle ne peut pas venir nous servir. Si elle n'est pas rassasiée avant d'amener ça sur la table. Je n'ai pas dit que madame est rassasiée. J'ai dit, elle a goûté, elle s'est servie, elle s'est gavée, certainement, mais elle n'est pas encore rassasiée. Donc, forcément, il n'y a que ce repas-là. Certains ont déjà goûté un peu à ça. D'accord. Oui. Et vous allez voir dans la répartition, il y a des gens qui gagnent 1 million. Ils ne sont pas trop concernés. C'est des trucs de 15%, de 10% qui ont été augmentés à leur revenu. C'est vrai, ça paraît un peu allégorique quand je parle donc de repas partagés. Mais dans la répartition, la clé de répartition n'est pas la même. Il y a des gens qui gagnent déjà bien dans la République. Il y a des gens, quand le chef est venu, ils ont été déjà contentés. Mais pour ne pas faire des frustrés, on leur a donné la portion congrue. Pendant qu'on a distribué donc du 66% à certains fonctionnaires, ceux-là qui ont déjà mangé un peu à la cuisine, ou bien qui ont déjà délayé un peu de gari, qui ont déjà un ventre un peu satisfaisant, ceux-là ne doivent pas donc regarder encore trop dans la marmite. Donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, moi, je ne parlerai pas de cette allégorie de ceinture parce qu'un monsieur qui ne sait pas porter de ceinture ne peut pas venir nous dire à nous autres. Encore que, il y a des gens comme moi je ne porte pas de ceinture. Donc, cette histoire donc de vous êtes comme lui, vous ne portez pas de ceinture. Vos pantalons, on les fait directement et puis on n'a pas besoin de mettre de ceinture. Sur mesure, je suis suffisamment grand. C'est moi qui investis dans mon habillement. Donc, c'est moi qui dis ce que je veux. Et donc, je ne fais pas avec des réserves. Non, ce n'est pas possible. Vous venez d'aborder l'aspect concernant le discours du chef de l'État par rapport à la redistribution des biens. Voilà. Mais merci également, pour l'expression. Oui, mais... c'est les expressions qu'il faut employer. La redistribution des biens, parce que ça a un impact sur la vie socio-politique et économique du Bénin, surtout économique, la redistribution. Mais les histoires de serrer ceinture, desserrer ceinture, moi, je serai le chargé de communication ou proche du chef. Je ne vais pas lui conseiller trop ces expressions parce que, vous voyez, ça mais pourtant, c'est des expressions imagées. C'est ça qui permet aux Béninois vous avez vu quand il a dit, de s'aguerrir et de se préparer, de mieux se préparer à ce à quoi ils doivent s'attendre. Vous avez vu quand il a dit comment les gens l'ont récupéré et ce n'était pas bien pour l'image du chef. Heureusement que c'était un monsieur qui s'en foutait pas mal de son image politique. Sinon,
il a véritablement écorché. Je ne crois pas qu'il ne s'en fout pas mal de cela. Au coup, il taille pas, mais il prend pas ça en compte. Sinon, c'est pas une période au cours de laquelle il fallait faire un certain nombre de choses qu'on est en train de vivre. Donc, moi, je ne voudrais pas m'éterniser sur oui, on ne va pas s'attarder non plus sur cet aspect-là. Bien sûr, Cyriaque, je me tourne vers vous. Le chef de l'État a mis un accent particulier sur la sécurité et qu'il vous souvienne quand même que le Bénin a été donc attaqué par des personnes, l'ennemi invisible comme on les appelle. Et donc, ils ont pris le taureau par les cornes. Bon, en fait, vous savez, avant quand même, disons, d'aborder votre question, je note que ça ne sert absolument à rien de contredire son vis-à-vis si, quand même, disons, le but final, c'est de dire peut-être dans d'autres termes, quand même, disons, les mêmes choses que lui. Vous vous adressez à qui? Et je m'adresse à Pédio parce qu'en réalité, vous savez, le programme de travail annuel, le PTA, quand même, disons... Le plan de travail annuel. Le plan de travail annuel, quand même, vous savez, c'est vrai que en fait, c'est de ça que l'on tire la substance de ce que le chef de l'État pourrait faire, comme, disons, bilan et discours sur l'état de la nation. Puisqu'on tient compte quand même, disons, de ce qui a été réalisé et on essaye un tant soit peu de faire également aussi la synthèse de tout ce que l'on n'a pas pu faire, mais qui pourrait être réalisé quand même, disons, l'année prochaine. Et c'est en réalité ça. Ouais, donc, lorsque l'on dit qu'il y a cette synthèse-là qui doit être faite, c'est parce que le discours sur l'état de la nation, c'est un discours très, très, quand même, disons, important. Et lorsque je parle du mois d'octobre, vous allez remarquer qu'à partir d'octobre, c'est le tout dernier trimestre de l'année. Oui. Et c'est d'ailleurs même, disons, à partir de ce trimestre-là que vous allez remarquer, pour ceux qui ont travaillé au niveau de l'administration, que l'on commence déjà par parler, quand même, disons, de fermeture de budget. Non, en fait, de la fermeture du SICFUP. Vous voyez, et quand même, disons, de l'impossibilité de pouvoir financer un certain nombre d'activités à partir de cet instant. Puisqu'on suppose qu'à partir de là, l'essentiel, quand même, disons, des grandes activités à réaliser sont déjà stoppées. Donc, il est possible maintenant, à partir de là, de faire quand même, ne serait-ce que le bilan et de remonter l'essentiel de ce qui a été. Parce que le chef de l'État, pour prononcer son discours sur l'état de la nation, pourquoi a-t-il des ministres? Il a des ministres parce que ceux-là sont quand même, disons, des ministres sectoriels qui sont en mesure de remonter ce qui se réalise ou bien ce qui est réalisé au niveau de leur secteur ou bien au niveau de leur sous-secteur. Et cela part d'où? Cela part d'abord des directeurs des organismes sous tutelle. C'est d'abord les DG qui font cette synthèse-là, qui remontent ça vers maintenant le ministre, et le ministre maintenant à son niveau, notamment au niveau de son secrétariat général, fait quand même, disons, la synthèse, et cette synthèse-là maintenant est remontée maintenant vers le secrétariat général du gouvernement, qui également aussi en collectant maintenant, c'est-à-dire de part et d'autre, en fait également aussi la synthèse, parce que le discours sur l'état de la nation est un discours véritablement important. Et en tant que journaliste, on prend l'habitude de suivre ce discours-là. Pourquoi? Parce que c'est un discours qui généralement annonce les couleurs par rapport à ce qui viendra. Et vous allez voir que dans les grandes démocraties, c'est ce type de discours que l'on prend pour pouvoir opposer au chef de l'État lorsque l'année nouvelle démarre. Parce qu'on dit oui, il avait dit telle chose, mais on n'a pas observé telle chose. Il avait promis telle chose, mais on ne l'a pas observé. Donc, en suivant tout ça, nous avons déjà quand même, disons, un aperçu. Je ne parle pas quand même du volet politique abordé par, disons, Patrice Talon par rapport aux élections qui seront ci et ça. Mais cela n'empêche pas le fait que l'on a toujours opposé à Patrice Talon le fait quand même, disons, d'avoir promis telle chose à la veille de telle élection, mais qu'à l'issue de l'élection, que l'on n'a pas pu quand même, disons, observer tout ce qu'il a promis. Vous voyez, donc c'est tout ça là qui en réalité permet aujourd'hui de pouvoir ne serait-ce qu'apprécier ce qui est fait, puisque dans tout ce que Patrice Talon a étalé, il faut l'avouer, le président de la République a dit un certain nombre de choses que nous avons également aussi constatées. Vous voyez par exemple, lorsqu'il évoque la GDIZ et les types d'emplois créés, avec plus de 6 000 emplois déjà créés. C'est des choses qui sont visibles, que nous avons constaté. Lorsqu'il évoque aussi la question des cantines scolaires qui aujourd'hui, il faut également aussi l'avouer, avec une certaine couverture avoisinant les 75% et autres. C'est des choses que nous avons observées. Maintenant, lorsqu'il parle aujourd'hui des défis sécuritaires, en parlant de la nécessité aujourd'hui de pouvoir quand même, disons,
créer des zones de fortification au niveau de nos bases militaires et élargir également aussi la taille de nos bases militaires, avoir ne serait-ce que des camps avancés pour pouvoir affronter la menace djihadiste. C'est des choses qu'on n'a pas encore observées, mais qui, quand même, disons, sont en cours. Oui. Lorsque Patrice Talon parlait, il y a déjà des investissements financiers par rapport à ces choses. Et je me rappelle, lorsque Patrice Talon parlait du contournement nord-est, quelque chose du genre, je ne me rappelle plus de cette expression, mais quand même, disons, d'un grand pont qui doit quitter Porto-Novo, traverser pour arriver jusqu'à Kota. Et qu'on nous avait promis que d'ici 2021, que cela serait réalisé et que jusqu'à présent, cela n'a pas été observé. Vous voyez combien de fois cela revient lorsque l'on veut critiquer l'action du gouvernement. On dit, mais écoutez, vous nous avez dit telle chose, on ne l'a pas observé. L'aéroport de Glodjibé, des choses qui ont été promises, on a dit oui, que jusqu'à telle date, mais bon, jusqu'à présent, rien n'a démarré. Oui, une chose est de promettre, mais donc, après une chose est de revoir, de faire des réajustements, de revoir les priorités. Donc, et si ça n'apporte rien au finish. Lorsque je fais cette synthèse-là, c'est pour amener nos compatriotes à comprendre l'importance du discours sur l'état de la nation. Et l'ensemble de la classe politique prend la peine de suivre ce discours-là, parce qu'on sait que le moment venu, c'est ça là que nous allons quand même, disons, opposer au gouvernement. Les défis sécuritaires, ce sont des défis qui sont ce qu'ils sont. Revenons-en. Ce sont des défis qui sont sans la paix dans le pays, vous ne pourrez pas avoir tout ce que nous avons. Aujourd'hui, il faut l'avouer que le Bénin a été trahi par un fait, a été trahi par le fait que pendant longtemps, nous avons été épargnés par la menace djihadiste. De sorte que, bon, on se disait que, en quelque sorte, nous sommes un pays béni, un pays à part. Et ce qui a retardé quand même notre marche vers l'instauration d'une armée de véritable défense. Vous savez, aujourd'hui, le retard que nous accusons, et que ce soit aujourd'hui que nous soyons en train de projeter la construction des bases militaires avancées, tout ça, c'est des choses qu'on pouvait faire depuis fort longtemps. Ce qui voudrait dire qu'on n'a pas... En l'absence de l'ennemi. Oui, en absence de l'ennemi. Ce qui voudrait que nous n'avons pas très tôt anticipé sur, quand même, disons, ces menaces djihadistes auxquelles nous sommes confrontés. C'est vrai, c'est une menace qui nécessite une cohésion nationale, puisque lorsque vous voyez des Béninois, nos frères et sœurs soldats qui sont à l'avant-garde et qui tombent dans les mines des ennemis, qui tombent dans l'embuscade et autres, c'est des choses qu'on ne souhaite pas. En quelque sorte, nous sommes encore épargnés, puisque le Bénin ne vit pas la même saignée que des pays comme le Niger, comme des pays comme, disons, le Burkina, le Mali et autres là. Cependant, nous avons su, en quelque sorte, refuser peut-être cette main tendue qui pourrait, en quelque sorte, nous maintenir dans une certaine dépendance vis-à-vis de l'Occident lorsqu'on parlait de l'installation d'une base militaire française au Bénin et autres. Le fait, quand même, disons, de refuser jusqu'à présent l'offre là, et il faut aussi souligner, et en place de ça, le Bénin maintenant est en train de créer maintenant sa direction générale de l'armement. C'est-à-dire que c'est cette direction qui se charge maintenant de négocier l'achat des armes avec les grands pays, notamment les pays de l'espace Schengen. Ouais, donc les types d'armes sophistiquées dont nous aurons besoin pour pouvoir affronter la menace djihadiste. Il y a eu le recrutement au cours de cette année de 2000 policiers et de 1800 militaires. Ce qui voudrait dire que le besoin est là et on a compris aujourd'hui que rien ne peut marcher dans le pays s'il n'y a pas la sécurité. Donc là-dessus, nous ne pouvons qu'encourager le gouvernement à aller de l'avant et dire que il faut quand même, disons, que cette amélioration des conditions de vie des travailleurs soit accompagnée d'une spécification en ce qui concerne l'amélioration des conditions de vie et de travail de nos forces armées de défense et de sécurité. Très bien, voilà qui est dit. Nous venons de... Est-ce que vous voulez réagir sur l'aspect sécuritaire? Pourquoi pas? Je suis aussi béninois et ça m'intéresse. D'accord, vous êtes et béninois moi, quand maintenant, on parle de sécurité, M. Moriagua, bon, je ne fais pas mien tout ce qu'il a raconté là. Et de deux, je voudrais quand même dire que le chef de l'État n'a pas étalé, il a énuméré. Mon cher ami Chirac, le chef de l'État n'a pas étalé, il a énuméré. Mais je ne fais pas mien ce qu'il a dit. Je voudrais quand même lui rappeler qu'il y a une structure qui est bien organisée. Quand on parle de PTA, c'est 4
Vous voulez revenir Je sur ne cette reviens affaire pas. de PTA Non, encore, mais excusez Maury. Je pense que Excusez, le débat Sinon, n'est pas. nous allons de coq à l'âne. Le débat S'il n'est vous pas plaît. intitulé PTA. Hein. On Je n'est vous en pas prie. venu Je ici vous pour en faire un prie, s'il débat vous plaît. sur PTA. On Je va vous installer en un prie. autre plateau pour ça. Si Non, vous voulez c'est pas de expliquer ça ce qu'il que c'est s'agit. que le PTA ou le plan de travail annuel. Mais le débat n'est pas là. Je vous en prie, on peut revenir là-dessus. Mais si vous insistez, c'est en 30 secondes. Nous allons passer à autre chose en 30 secondes. Nous avons le PTA 1, le PTA 2, le PTA 3 et le PTA 4. Ça fait premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre et quatrième trimestre. Et c'est dans ce document que je vais parler de la sécurité. Dans le PTA de chaque ministère, nous avons, pour ce qui est du ministère de la Défense, tout ce que vous venez de citer. La sécurité d'un pays ne dépend pas que de la défense. La défense, c'est l'ennemi extérieur. Donc, lorsque vous parlez de la sécurité en ces termes, je crois que vous occultez un bon maillon aussi du système de la sécurité, qu'est le ministère de l'Intérieur. Et aujourd'hui, il doit y avoir des actions au niveau intérieur qui puissent garantir aux populations, parce que ce n'est pas nous tous qui sommes à Karimama, à Tchoumi Tchoumi, à Porga, et qui vivons le spectre donc, de l'attaque djihadiste. Et il y a des choses qui ont été mises dans le PTA de 2022 qui n'ont pas été réalisées, par exemple, au niveau du ministère de l'Intérieur, qui me plaisent de rappeler. Parce que c'est aussi ça le discours du chef de l'État. Et dans leur PTA, dans leur revue du programme, du plan de travail annuel, le ministère de l'Intérieur l'a rappelé. La question donc de la dotation de nos espaces publics, notamment les infrastructures routières, de caméras de surveillance, surtout en ce qui concerne les grandes agglomérations. Je voudrais aussi rappeler cela au gouvernement parce qu'il est bon d'ovationner, d'apprécier le discours du chef de l'État. Mais il est aussi bon de lui rappeler qu'il y avait des choses qui avaient été prévues, qui n'ont pas été faites en ce qui concerne donc la bonne gestion des finances, le bon discours que le chef doit avoir. Ce n'est pas que de l'encensement. Il doit avoir aussi des rappels. Il était prévu des caméras, je me rappelle, une telle décision a été prise en Conseil des ministres. Donc c'est pour cela, le débat, il doit être structuré. Vous êtes rassuré que ces caméras-là n'ont pas été posées sur les places publiques? Non, mais montrez-les-moi. C'est des caméras qu'on peut ne pas voir, vous et moi. Hein. Montrez-les-moi. C'est possible. Montrez-les-moi. Vous avez donné 60 milliards, vous avez fait communication dessus. Si vous installez les caméras, on doit savoir que c'est mis. Vous en connaissez. Dans les grands pays comme Abidjan, vous savez de quoi je parle. On ne peut pas avoir de surveillance aérienne quelque part et ne pas pouvoir savoir que cette ville est sous contrôle de la surveillance. Non, ce n'est pas possible. Je ne sais pas si vous confondez ces caméras-là avec les radars de la police. Non, je ne sais pas si c'est... Non, pas du tout. Je ne confonds pas. Je n'ai pas souvenance. Je n'ai pas souvenance d'avoir vu donc, des projets du genre dans le Grand Cotonou, pour ne pas parler du Grand Nokoué, pour ne également pas parler des grandes villes comme Boycon, peut-être que les comme priorités Parakou. ont changé, puisque quand on parlait de caméras, il n'y avait pas encore les attaques djihadistes. Monsieur le journaliste, voilà, monsieur le journaliste, ce qui n'est pas fait n'est pas fait. Ce n'est pas contenu dans le plan de travail annuel du gouvernement. C'est ça, je vous dis, il n'y a pas de à peu près. Moi, c'est Maurice, ce n'est pas monsieur le journaliste. Ok, donc monsieur Maurice, ça n'a pas été prévu et nous voulons le rappeler. Nous voulons aussi rappeler que le chef de l'État doit mettre l'accent en termes de sécurité sur le renseignement de masse. Il doit avoir un système de renseignement et de protection des sources qu'on doit pouvoir avoir, que ce soit au niveau de la défense ou au niveau de l'intérieur. Je crois qu'il y a un travail du genre qui est en train d'être fait. Mais ils ne vont pas exposer leur stratégie par rapport au renseignement. Ils ne viendront pas exposer ça à la télévision. On n'a pas demandé une exposition. Nous ne parlons pas d'un débat de télévision ou de quoi que ce soit. Oui, mais le chef de l'État fait un discours. Et vous êtes en train de relever des points. Qui veuille bien ajouter pour que le travail soit parfait. C'est ce que nous sommes en train de faire. Oui, mais doit-il dire à la télévision? Je ne leur pas dit. Est-ce que c'est à la télé? Le PTA, vous avez vu un PTA à la télé quelque part dans une télévision? Nous sommes en train de parler, ou bien on ne parle plus? Oui, on parle. Bon, si on doit parler, permettez qu'on parle. Des choses visibles. En tout cas, nous, sur nos plateaux, on parle, donc parlez. Donc, voilà des mécanismes qui ont été donc inventés, qui ont été retenus
au niveau donc des actions publiques pour pouvoir permettre aux Béninois de mieux circuler. Enfin, je voudrais quand même apprécier, savoir reconnaître à sa juste valeur cet effort du gouvernement, cet effort de tout le peuple béninois à se doter donc de lampadaires dans des milieux un peu obscurs, dans des milieux où jadis c'était donc la pagaille, le désordre des hors-la-loi qui étaient observés. Je crois que c'est des éléments qu'on n'a peut-être pas versés au niveau donc du discours du chef pour pouvoir donc permettre au chef de l'État de présenter tous ces aspects que nous avons aujourd'hui. Il y a quand même un effort qui est fait en ce qui concerne, par exemple, la réalisation des infrastructures routières, la dotation donc de certaines villes d'infrastructures routières est systématiquement accompagnée de programmes d'électrification rurale ou urbaine ou semi-urbaine. Tout ça là, ça permet donc de garantir un tant soit peu la question de la sécurité des personnes et des biens. C'est un élément fondamental. Donc voilà ce que moi je voudrais ajouter. Maintenant, par rapport à 2023, 2023 où des bourses seront octroyées, non pas 2023, pour 2023, 700 infrastructures sanitaires prévues pour 2023 par exemple. 700. Avant d'aller à l'hôpital, il faut d'abord avoir des routes, il faut d'abord circuler, il faut avoir la paix du cœur. Même si vous tombez malade et que vous n'avez pas de route pour convoyer donc votre patient à l'hôpital, il faut d'abord parler donc de ces questions-là. Donc, moi, je pense que pour 2023, le gouvernement, ils ont promis, c'est dedans, c'est dans leur programme donc d'action. Ils vont continuer donc les efforts en termes donc de dotation du pays d'un certain nombre d'infrastructures routières pouvant permettre aujourd'hui, non seulement au social, parce que quand on parle de social, les gens voient tout à l'heure la misère du peuple. Non, ce n'est pas ça. Permettre aux personnes et aux biens de mieux circuler, de pouvoir donc avoir des pistes et des infrastructures routières dignes du nom. Je crois que quand on aurait fait ça, effectivement, la question donc de la répartition des biens, la question du partage donc de la richesse, de la collecte et de la mobilisation des recettes, comme nous en avons vu ces 5 voire ces 10 dernières années, pourra donc véritablement impacter le développement socio-économique du Bénin. Je crois que ce serait à l'actif donc du gouvernement. Puisque vous parlez de répartition de biens, si vous n'avez pas quelque chose à ajouter, nous allons alors passer au deuxième sujet qui concerne la revalorisation des salaires. Non, en fait, vous savez, il a tout à l'heure évoqué la question relative quand même, disons, à l'installation des caméras de surveillance. Oui. Et je pense que c'est vrai, c'est une question véritablement importante puisque le relevé du Conseil des ministres en date du 16 février 2022 l'avait mentionné. Et le but, en réalité, c'est de pouvoir quand même, disons, accompagner cette initiative d'électrification du département du littoral. Puisque le but, c'est de pouvoir lutter effectivement contre le grand banditisme et autres que nous observons. Maintenant, si nous devons encourager que ce projet-là aille effectivement à son terme et que l'on puisse constater son effectivité sur l'ensemble du territoire national, nous ne devons pas occulter un certain nombre de faits. Il faut dire et féliciter le gouvernement lorsque le gouvernement le fait, mais il faut également aussi chercher à comprendre quelles sont les raisons pour lesquelles un certain nombre de projets tardent à être concrétisés, puisque l'installation de ces caméras de surveillance a démarré effectivement, et je me rappelle bien, puisque au niveau de Zobo, même déjà en quittant le pont de Fifadi, ils avaient déjà fait une toute première installation. Et je crois aussi, puisque en fait je l'ai noté tout à l'heure, que lorsque vous quittez le quartier Zobo dans le 9e arrondissement de Cotonou, il y a également aussi un système de vidéo surveillance. De vidéosurveillance là, qui est là. Il y a également aussi d'autres au niveau quand même, disons, du stade de l'amitié qu'ils avaient entamé. Mais pourquoi est-ce que, en cours de route, ce projet-là a été, c'est-à-dire on a senti un ralentissement? C'est parce qu'en réalité, en voulant lancer quand même, disons, la nouvelle phase du projet asphaltage, il s'est avéré qu'il est nécessaire d'asphalter un certain nombre de rues. Et l'asphaltage et les projets à la fois d'urbanisation et d'asphaltage d'un certain nombre de rues ne permettaient pas à ce que l'on fasse des installations quitte à les refaire après. Et il y a également aussi un dernier fait. C'est quoi? C'est le fait que nous avons été éprouvés par les toutes dernières pluies. Les toutes dernières pluies ont éprouvé même tout ce qui a été réalisé en termes d'asphaltage et autres.
on a pu remarquer que à certains niveaux, il y a des projets qui ont été réalisés, mais qui en réalité ont été n'ont pas réglé les problèmes, n'ont pas été bien pensés. Donc il fallait un temps soit peu quand même, disons, attendre pour faire des réajustements. Pour faire des réajustements et autres là, avant de pouvoir les réaliser. Cependant, l'on ne peut que accuser le gouvernement. Pourquoi? Parce que c'est des fonds qui ont été investis. Et lorsque vous annoncez que vous devez réaliser telle chose, faites tout possible pour que cela soit réalisé quand même, disons, en temps voulu et en heure. Vous voyez, parce que aujourd'hui, on devait être déjà en train de projeter l'installation quand même, disons, de ces caméras vidéo, de vidéosurveillance et autres là, dans d'autres villes comme, disons, Abomey, Calavi, Abomey ou autres, où on voit également et on assiste également à des scènes de braquage, à des meurtres et à bien d'autres choses. Donc là-dessus, j'ai voulu quand même, disons, apporter cette petite précision pour montrer que effectivement ça a commencé, mais les mauvaises réalisations du passé ont rattrapé, et également aussi les projets futurs en cours également aussi. Excusez, je voudrais juste apporter une, bien sûr. Le temps je voudrais juste apporter je voudrais juste apporter une précision. Je ne suis pas venu ici ovationner, je ne suis pas venu ici. Vous l'avez dit à l'entame de cette émission. Ok. Et je ne suis non plus venu ici critiquer. Donc, mon objectif, je n'ai pas critiqué ici. Je voudrais apporter cette précision. Et la deuxième chose que je voudrais dire ici, c'est trop facile de dire que l'autre a fauté, que ça n'a pas été. Mais n'oubliez pas, mon cher ami, que nous avons eu un asphaltage phase 1. Est-ce que vous avez pu déjà doter toutes les rues asphaltées de la phase 1 de caméra? S'il vous plaît, le débat serait cohérent. Le débat serait cohérent lorsque vous laissez. Moi, je vous laisse parler. Donc, lorsque je commence par parler. Vous voulez rallonger le débat pour que. Donc, je voudrais donc préciser cela. Les autres sujets, donc, il est trop. Non, c'est bon déjà. Ce que je veux dire. Donc, votre raison ne tient pas la route. C'est ce que je veux vous dire. Parce que les rues déjà asphaltées là, commencez déjà par nous doter ça de caméras. Et laissez déjà ce que les autres ont fait. Les autres, ce qu'ils ont fait là, vous avez pris en conseil des ministres une décision pour reprendre tout ça. On n'a jamais refusé ça. Et vous avez dit qu'il y a une phase 2 de l'asphaltage. On n'a pas refusé ça. Donc quand vous serez là, vous allez nous doter des infrastructures de caméras. Mais ce que vous-même, vous avez asphalté maintenant, là, il y en a. Oui, mais il a dit que certaines réalisations étaient éprouvées par la pluie, par la saison pluvieuse. Il a dit. Donc vous pensez que c'est une raison valable? Bon. Les villes dans lesquelles nous avons donc des caméras de surveillance, il n'y a jamais eu de pluie là. Donc, si on met caméra maintenant, on va demander à Dame Nature de ne plus descendre. C'est ça, on va dire. Donc, puisque la pluie, c'est un facteur naturel et qui vient à tout moment. On ne peut pas prendre ça comme un frein à un projet. C'est pas possible. Écoutez, en réalité. On va passer au deuxième sujet. Bien avant que vous n'évoluiez, j'aimerais quand même préciser un certain nombre de faits. Vous savez, c'est la gouvernance, c'est comme, disons, le ménage que vous gérez. Il y a des imprévus qui peut-être arrivent. Peut-être que c'est qui surviennent. Oui. Donc la pluie, c'est un imprévu. J'aimerais en fait ça. Peut-être que vous avez prévu payer, disons, un véhicule d'ici le mois prochain. Et c'est peut-être au cours, c'est-à-dire 2 semaines avant, que votre épouse tombe malade, que vous perdez votre belle-mère et que un certain nombre de choses arrivent. Ou bien c'est peut-être bien avant ça que vous remarquez finalement que avant d'aller à ça, peut-être par rapport au type de véhicule que je vais payer, que j'envisage de payer, mon garage ne pourrait pas quand même, disons, supporter. Donc en fait, c'est tout ça. Ce qu'il y a à ce niveau-là, c'est quoi? C'est-à-dire, poser d'abord la question de savoir, au niveau du relevé du Conseil des ministres en date du 16 février 2022, quels ont été les types de rues que l'on a prévu quand même, disons, ce truc-là surveillé par la caméra. Surveillé par la caméra. Parce qu'en réalité, ça dit quoi? Le but, en réalité, ce n'est pas de dépenser pour dépenser, non. C'est en mesurant quand même, disons, la distance entre une unité policière, entre un commissariat, entre, disons, 2 unités policières, et le type et le nombre de fois où des gens sont victimes d'un certain nombre de braquages et autres là, ou bien il y a quand même, disons, des actes de vol à ces genres d'endroits,
que l'on projette peut-être, disons, de mettre des caméras, puisqu'en réalité, on ne se lève pas. Et en aucun cas, dans le relevé du Conseil des ministres, et pour ce que moi je sais, il n'a été dit que c'est toutes les rues, c'est-à-dire qui ont été asphaltées et autres, là, qui, quand même, disons, en bénéficient. C'est vrai que, et je l'ai dit tout à l'heure, l'on doit concéder un fait, l'on doit concéder le fait que l'on accuse de retard, c'est une responsabilité qui est comme au gouvernement de l'améliorer pour que prochainement, que l'on n'en soit plus victime. Vos arguments ne tiennent pas. Merci à vous. Merci Kazmi. Vos arguments merci ne tiennent Kazmi pas. Trésor. Merci Syriac Dekenou. Nous allons parler maintenant de la revalorisation salariale, quid des employés du secteur privé. Et vous le savez, oui, cette question de revalorisation salariale a été évoquée également par le chef de l'État lors de son discours devant la représentation nationale. On va suivre un extrait du discours du chef de l'État avant de revenir dans ce studio pour parler de ce qui concerne les employés du secteur privé. Selon qu'ils sont les agents de l'État, en début de carrière, ou en milieu de carrière, ou à la fin de carrière, les uns et les autres bénéficient d'augmentations différenciées. Les augmentations ont été de l'ordre de 66% pour certains, 50% pour d'autres, 40%, 30%, 20% et 12% pour certains. À titre illustratif, un agent administratif tout en bas de l'échelle, dont le salaire en début de carrière est d'environ 62 000 francs CFA actuellement, gagnera désormais 104 000 francs CFA, soit une augmentation de 41 379, correspondant à 66% d'augmentation. Je voudrais bien le répéter à la suite du compte rendu du Conseil des ministres, qu'un instituteur dont le salaire en milieu de carrière, dont le salaire est de 112 000 francs CFA aujourd'hui, passera à plus de 150 000 francs CFA par mois. Une sage-femme dont le revenu actuel est d'environ 144 000 francs CFA gagnera désormais plus de 182 000 francs CFA, soit plus de 30 000 francs CFA d'augmentation, ce qui correspond à 26% d'augmentation. Pareil pour une aide-soignante qui gagnera aujourd'hui 82 000 francs CFA. À partir donc de ce mois-ci, à la fin de ce mois, elle gagnerait plus de 123 000 francs CFA, soit plus de 40 000 francs CFA d'augmentation, représentant plus de 50% de son salaire. S'agissant de la police, des agents de police, si nous prenons un policier qui aujourd'hui a un salaire de 111 000 francs CFA en milieu de carrière, son salaire passera à plus de 150 000 francs CFA, soit près de 34% d'augmentation. Le militaire de rang, le soldat, qui, tout compris, gagne 91 000, aujourd'hui par exemple, gagnera désormais, à partir de fin décembre, 133 000 francs CFA, soit plus de 46% d'augmentation de salaire. Moi-même, je ne crois pas mes yeux, mes oreilles. Nos mesures impacteront également les retraités. De manière moins significative, mais ils ne manqueront pas également de partager la richesse commune. C'est ainsi que l'augmentation du point indiciaire ne manquera pas d'impacter les pensions. Ce qui est plus encourageant est que ceux d'entre les actifs d'aujourd'hui qui iront à la retraite dans les temps à venir verront leur pension impactée par ces nouveaux salaires dans leur entièreté. Et cela constitue pour nous un point de fierté. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur, Madame les députés, les travailleurs béninois, qu'ils soient du public ou du privé, vont sur le même marché, n'est-ce pas? Et c'est pour ça que le gouvernement a obtenu du patronat l'augmentation du SMIC à hauteur de 30% pour passer de 40 000 francs CFA à 52 000. Et je voudrais, ici devant vous, exhorter à nouveau
les employeurs privés à observer le même élan, à faire comme l'État et à pouvoir augmenter le salaire des travailleurs du secteur privé. L'idéal serait que ce soit dans la même envergure que ce que nous venons de faire, peut-être même voire plus. Mais il serait bien pour nous tous, pour les uns et les autres, que ce ne soit pas seulement les travailleurs du secteur public qui vivent l'enthousiasme de notre effort commun. Je voudrais donc inviter devant vous, dans cette salle du Parlement, m'adresser à tous les Béninois, à tous les employeurs privés du Bénin, leur dire qu'il est nécessaire que leurs travailleurs également aient leur part de notre croissance commune. Est-ce que, après ce que le chef de l'État vient de dire, Siyak Dekenou, Kazimik Pedjo, je peux encore vous poser des questions par rapport au quid des employés du secteur privé? Est-ce que ça vaut la peine de vous poser encore des questions? Le chef de l'État souhaite que le même élan soit observé. Est-ce qu'on peut l'espérer, Kazimik Pedjo? Monsieur Mori, il y a quelque chose dans votre question qui est pertinente que je voudrais faire ressortir. C'est quoi? C'est le chef de l'État dont vous parlez. Il m'intéresse. C'est d'abord un opérateur économique. C'est un monsieur qui travaille sur la ressource humaine, oui, qui sait ce de quoi il parle. Oui, mais quand il en parle, c'est que lui-même, il veut l'observer. Non, il l'a déjà fait chez lui. Ah ouais? C'est ce que ça veut dire. Parce que vous ne pouvez pas demander à l'autre ce que vous n'avez pas pu faire chez vous. Et ce qui m'intéresse chez le chef de l'État, dans la rencontre qu'il a eue donc avec les acteurs, les représentations syndicales, c'est qu'à cette table, il a invité le patronat. Parce que, excusez-moi, si je ne veux pas ici aborder l'aspect de tout ce qu'ils ont dit, les 60 milliards, les 6 milliards, les 66%, les 10% et consorts là, c'est déjà un acquis. D'accord. Maintenant, nous allons nous concentrer sur ce qui n'est pas un acquis. Qu'est-ce qui n'est pas un acquis? Dans ce qui est déjà un acquis, nous avons un effectif, c'est 25% environ, de tout la ribambelle donc d'acteurs, des personnes qui travaillent. Ils ne sont que 25% des laborieux qui vont bénéficier de ces 60 milliards. D'accord. Donc, il n'y a que 25%. Il y a alors 75% qui est quelque part, qui travaillent, mais qui ne pourront pas bénéficier de ces 60 milliards. C'est ça qui m'intéresse. Donc, il y a 75% de la population active aujourd'hui qui doit gagner entre 40 000 et 52 000 en termes de SMIC, mais dont l'indice de revalorisation n'est pas défini. C'est ça le débat. C'est ça ce que le chef de l'État, ce sur quoi il insiste à l'Assemblée nationale. Et là, c'est un effort patriotique. C'est chaque patron qui va définir donc cet indice de revalorisation. Parce qu'aujourd'hui, nous avons travaillé, le Bénin a travaillé, et nous avons tous les indicateurs qui sont au vert pour le pays. On a dit ici, ou bien Mori Agua, vous n'êtes pas informé peut-être, je ne sais pas. On a dit ici que nous sommes partis de l'extrême pauvreté vers la pauvreté. Bon, enfin, nous avons quitté un point A pour un point B. On a dit ça. On a dit que le Bénin a performé sur le plan macroéconomique, tout ça. Tous ces facteurs-là permettent aujourd'hui à des entreprises d'aller chercher de l'argent sur le marché boursier. Nous payons bien aujourd'hui et notre fiscalité, les entreprises payent. Donc, lorsque vous payez tous ces trucs-là, vous êtes en même d'aller solliciter de l'argent pour augmenter votre productivité. Et lorsque vous augmentez votre productivité, les ristournes doivent tomber également dans les poches de vos employés. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, les 75% aujourd'hui, moi, m'intéresse plus que les 25%. Parce qu'en réalité, c'est les 75% qui travaillent et qui nourrissent les 25%. C'est comme ça dans le système. Les 60 milliards, c'est le secteur privé qui produit la richesse et paye maintenant aux impôts et on collecte et on va payer maintenant les fonctionnaires. Je donne un exemple simple.
les enseignants dont on a parlé, ils produisent quoi pour qu'on aille vendre et avoir de l'argent pour leur payer le salaire à la fin du mois. Et la police, elle produit quoi concrètement pour qu'on aille récolter et leur payer le salaire à la fin du mois. Et les agents sanitaires, ils produisent quoi? Ils nous soignent pour le bien-être. Et en réponse au service apporté, on va maintenant collecter des tasses pour pouvoir leur payer leur salaire. Donc, c'est un système de fonctionnement qui est mis sur pied depuis Mathusalem. Est-ce que les employés du secteur privé vont suivre le mouvement? Merci. C'est là le débat plateau. C'est là l'insuffisance de la communication peut-être qu'ils ont fait jusqu'à présent. Et c'est là la main tendue du chef de l'État, du gouvernement au secteur privé. On doit pouvoir, surtout aux médias, on doit pouvoir reprendre donc ce système de main tendue-là pour pouvoir expliquer aux patrons pourquoi aujourd'hui ils doivent redoubler d'ardeur pour donc travailler et accroître leurs revenus et leurs sources de revenus pour pouvoir donc impacter la grille salariale de leurs employés. Donc, moi, je continue par le dire, nous devons travailler tous ensemble pour qu'aujourd'hui, les 75% puissent véritablement faire chose. Et j'en aurais fini lorsque j'aurais dit ceci. Eh bien, les 25% aujourd'hui vont impacter négativement le panier de la ménagère. Pourquoi? Oui, parce que la bonne dame qui est au marché a appris qu'on a donné 60 milliards et qu'on a augmenté le salaire. Elle va augmenter ses revenus. Ben, c'est ça aussi. Pourquoi? On se lève pour augmenter Monsieur Mori, les revenus. Vous allez me dire dans 2 mois... Le bic qui coûte 100 francs, je vais me lever demain et dire que c'est 150. Ben, c'est ce qu'ils font. C'est comme ça? Sinon, comment comprendre que le maïs qui est produit au Bénin a pris du volume et quand vous lui demandez, elle dit qu'il y a guerre en Ukraine. C'est ça le tableau. Et le Zémidian va augmenter. Mais c'est comme ça. Malheureusement, c'est comme ça. Donc, il faut pouvoir travailler aujourd'hui pour que les 75% qui restent aussi puissent bénéficier. Et c'est ça qui a commencé. Le gouvernement a donné le ton en passant de 40 000 francs de SMIC à 52 000. Le gouvernement a donné le ton. Et ça ne doit pas s'arrêter là. On doit pouvoir avoir l'indice donc, de revalorisation des salaires au niveau du privé. Nous devons pouvoir l'avoir. On n'a plus beaucoup de temps. En fait, vous savez, dans cette question de revalorisation salariale... Est-ce que vous comprenez ce qui me préoccupe? Non, en fait, je comprends. Est-ce que cet élan que demande le chef de l'État sera suivi par le secteur privé? S'il vous plaît, je comprends parfaitement votre inquiétude. Ce que je voudrais d'abord, quand même, disons, dire, c'est le fait que le cas des aspirants a été plus ou moins réglé. Je dis plus ou moins réglé parce que, vous savez, cette question de revalorisation... Ils étaient à 9 mois, ils sont passés à 11. En fait, j'en viens parce qu'en réalité, cette question de revalorisation ne les concerne pas si tant que ça. Mais c'est vrai que ça a été quand même, disons, élargi. Aujourd'hui, ils sont à 11 mois sur 12, avec cette possibilité à l'issue de 3 ans d'expérience de pouvoir quand même passer un test et rentrer de plein pied dans la fonction public. C'est déjà bien, puisque je me rappelle que c'était avec cette affaire de Covid que sur un plateau au concurrent, j'avais soulevé le problème en relevant que le Bénin est paradoxalement l'un des seuls pays où en réalité la revalorisation salariale ne suit pas l'évolution du coût de la vie. Aujourd'hui, cette question, elle semble être réglée. Maintenant, en ce qui concerne les privés, vous savez, ça va prendre du temps, mais ça finira quand même, disons, par être ce que ça doit être. Parce que lorsque le SMIC au Bénin était passé à 40 et quelques mille, j'avais un ami qui travaillait pour, disons, une entreprise de gardiennage, alors qu'on était encore étudiant, et il était à 30 et quelques mille. Et vous savez, parce qu'il y avait eu des missions d'inspection et autres, tout ça, arrivé à un moment donné, ils ont été obligés au moins d'allier leur salaire au moins par rapport à ce qu'est le SMIC. Mais, ce que moi j'aimerais dire au gouvernement, c'est le fait de continuer avec cette initiative en ce qui concerne le PSE. Vous savez, en ce qui concerne le PSE, c'est le fait que ce n'est pas l'entreprise qui embauche. C'est-à-dire, c'est le projet qui embauche au profit de l'entreprise. De sorte que le salaire est payé directement. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire au niveau de la GDIZ là. C'est pareil. Donc, si l'on peut en réalité évoluer de sorte à instaurer un mécanisme
qui pourrait en quelque sorte contraindre les patrons des entreprises à respecter quand même, disons, c'est-à-dire le paiement au moins de ce SMIC-là, ce serait très bien. Puisque le travail au noir au Bénin est un travail vraiment grandissant. Et la majeure partie des entreprises qui existent au Bénin sont des entreprises qui, pour la plupart, existent dans l'informel. Il y a plus d'entreprises informelles au Bénin que d'entreprises formellement qui, quand même, disons, existent et ont leur siège. Le second aspect, quand même, qu'il faille souligner pour pouvoir en finir, c'est le fait que les entreprises formelles qui existent, encore dans cette catégorie d'entreprises formelles qui existent, la plupart sont des entreprises qui fonctionnent, qui sont dans le sac, ou bien dans les sacs des promoteurs. C'est-à-dire le monsieur, il a son entreprise, il prend des marchés, il exécute des marchés publics ou privés, il paye effectivement ses impôts et autres là, mais peut-être ne déclare qu'un seul employé. Ce sont des cas, donc ce n'est qu'un appel. Et on doit beaucoup plus sensibiliser, tel que Kazmi le disait tout à l'heure, les promoteurs des entreprises privées, les sensibiliser pour que l'on puisse quand même, disons, arriver à ça, parce qu'on voit que ce n'est que dans le public que l'on respecte cela. Et c'est d'ailleurs l'une des raisons qui justifie le fait que presque tous les jeunes sont beaucoup plus enthousiasmés à l'idée d'aller travailler pour l'État que de travailler dans le public, alors que le public devrait, alors que le privé devrait apporter beaucoup plus de confort par rapport au public. On a débordé le temps, Kazmi, votre mot de fin, en 30 secondes. En 30 secondes, c'est déjà de remercier donc, ce plateau-là et de dire beaucoup de choses restent à faire. Certainement, vous allez nous inviter au cours de l'année 2023 pour que l'année 2022 n'est pas terminée. Nous suivons de plein pied donc, toutes ces réformes, tous ces messages du chef de l'État. Nous puissions décrypter cela et expliquer aux téléspectateurs. Je vous remercie. Merci. Et bonne fête par anticipation au peuple béninois. Vous ne voulez plus venir sur ce plateau avant? Je ne sais pas si vous allez me donner encore l'opportunité de venir m'exprimer avant la fin de l'année. Merci à vous. Donc, sur le PTA, donc je vais vous inviter encore. Merci Signac d'être venu. Oui, bon. On a demandé déjà de 2 minutes. Je vous dis quand même merci. Et Patrice Talon a tenu un discours dans lequel on trouve qu'il magnifie beaucoup plus, qu'il a plus magnifié son bilan que par le passé. Et on espère effectivement qu'en 2023, que les promesses faites et que les engagements pris seront effectivement respectés. Madame, Monsieur, je ne dirai pas plus puisque le temps qui nous est imparti est largement dépassé. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Marcel Yeddo était à la réalisation. Monsieur Alou était donc au son. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Et likez l'émission et surtout vos commentaires. Merci de nous les envoyer. Bon week-end à toutes et à tous et à bientôt.